C'est vrai que la planète Mars, dans l'astronomie, a joué un rôle tout à fait déterminant, tout à fait fondamental, parce que c'est l'endroit où on avait quelques petites chances de trouver la vie. Ah oui. La plus belle opposition martienne de ce début du millénaire est annoncée. En août 2003, par le jeu des trajectoires planétaires, Mars est alors au plus près, à seulement 56 millions de kilomètres de la Terre. Un temps particulièrement favorable à l'envoi de sondes spatiales, mais aussi et encore à l'observation terrestre. Regards croisés de chercheurs, tous très impliqués dans l'aventure martienne. La planète Mars est peut-être le seul astre du système solaire dans lequel on présume que la vie soit possible. Alors, trouver la vie sur une planète, ça, c'est quand même fondamental. De tout temps, l'humanité a voulu savoir si elle était seule sur Terre ou s'il y avait de la vie ailleurs, si elle n'était qu'un élément d'une vie généralisée. Or, pour l'astronome, le moyen le plus direct de le savoir, c'est de regarder Mars. J'avais donc, j'avais 16 ans, et j'ai observé ça dans la petite lunette, j'appelais ça une grande lunette à l'époque, de la Société astronomique de France, avec un grossissement de presque 200 fois, ce qui me paraissait absolument étonnant. Je me souviens comme si j'étais de la planète dans le champ de la lunette, c'est une chose qu'on n'oublie pas. Vous savez, maintenant on cherche à photographier les planètes, mais dans les années 50, la photographie planétaire n'était pas suffisamment avancée pour qu'on puisse voir les plus fins détails. Le seul moyen de voir des taches aussi petites que ça, des petits détails aussi ténus, ou bien ces toutes petites taches qu'on voit ici, cette petite région martienne toute petite, ça, vous voyez, c'était d'observer visuellement, de dessiner. Ah, ça, c'est le cahier d'observation dans lequel j'ai reporté les mesures faites sur les différentes taches, les régions désertiques, les régions sombres et claires sur la surface de Mars, mesurer la polarisation de la lumière, c'est-à-dire la manière dont la lumière vibre quand elle s'est réfléchie sur la surface de la planète. La lumière arrive, elle éclaire la planète, elle repart. Et en repartant, elle a acquis des propriétés particulières. Alors ça, on mesure avec les instruments. Et les valeurs mesurées, on les reporte sur des dessins comme ceci. Alors à partir de ça, on peut reconstituer la nature du sol de Mars. Ce que c'est, est-ce que c'est de la roche, est-ce que c'est de la poudre, est-ce que c'est solide, est-ce que c'est meuble. On peut reconstituer également les propriétés des nuages. Est-ce que c'est des gouttelettes d'eau, est-ce que c'est des cristaux de glace. On peut étudier les envolées de poussière qu'on observe là-bas. Il y a aussi des dépôts de givre sur le sol. On peut caractériser ce givre, voir si c'est du givre d'eau, quelles sont ses propriétés. Donc c'est très important pour comprendre ce qui se passe effectivement là-bas. Et ça, c'était le grand privilège de nos observations au Pic du Midi et à l'Observatoire de Meudon, c'est de pouvoir mettre en œuvre des mesures comme celle-là qui ont non pas seulement montré l'aspect de la planète, mais déterminé les propriétés physiques de ce qui se passe là-bas, vous comprenez ? Vu l'altitude, la pureté du ciel, la qualité de la lunette, on peut monter le grossissement jusqu'à 900 fois. On voit la planète 900 fois plus proche qu'à l'œil nu. Le pic, c'est historique, donc toutes les grandes images de Mars ont été faites au pic. Et puis cette année, c'est une grande opposition, donc c'est un peu une espèce de fin de cycle, là, parce que c'est vrai que depuis le sol, on ne peut plus faire grand-chose d'intéressant maintenant. C'est quoi cette opposition ? Donc il y a la Terre qui tourne autour du Soleil, ça on le sait depuis un moment. Il y a Mars qui est la planète qui est au-delà de la Terre, c'est la première planète après la Terre. Et donc en fait la Terre tourne un peu plus vite autour du Soleil que Mars, qui tourne un peu plus lentement. Et ce qui fait qu'en fait il y a que de temps en temps où en fait Mars et la Terre se retrouvent du même côté du Soleil. Donc c'est là où effectivement ils sont plus près, parce que la plupart du temps en fait ça se décale et puis ils sont très loin. Donc en fait cette espèce de farandole là autour du Soleil, en fait, elle a un cycle de 2 ans. Donc tous les 2 ans en fait, le Mars et la Terre se retrouvent du même côté du Soleil.
Et ça, c'est la conjonction la plus proche pour les plusieurs dizaines d'années à venir. Cet été, par exemple, là, ça va être en plein milieu du ciel et ça va tout illuminer, quoi. Ça va changer le ciel. Nos petits avantages depuis la Terre, c'est qu'on voit la globalité, évidemment, avec une résolution beaucoup moins bonne. Et donc, nous, ce qu'on fait cette année, c'est qu'on regarde l'évolution de la calotte de Mars. Mars a à peu près la même inclinaison que la Terre, donc il y a le même cycle de saisons, donc des hivers et des étés très marqués. Et donc, en fait, il y a la calotte. Alors, c'est un petit peu différent que sur la Terre, c'est qu'il y a une calotte qui a tendance à pratiquement disparaître, alors que celle qui est de l'autre côté, sur la face hiver, devient plus grande. Donc, en fait, il y a une espèce d'échange d'eau entre les deux pôles. Parce que, voilà. Dans les régions, pas les pôles, vous avez ces blancheurs ici. Et ces blancheurs, ce sont des peaux de givre qui sont en hiver. Puis quand le printemps arrive, eh bien, le givre il ne fond pas comme chez nous, il se sublime. C'est-à-dire qu'il passe directement de l'état solide à l'état de vapeur. De sorte que la tache polaire des peaux va diminuer le diamètre, si vous voulez, va se comprimer sur elle-même. Et voilà par exemple ici 3 dessins de cette calotte polaire au moment du printemps martien, au moment où d'un jour à l'autre on la voit qui s'évapore, on voit ici un petit liseré sombre, n'est-ce pas, qui est la roche qui vient d'être dégagée par l'évaporation du dépôt. Quand j'ai commencé à faire de l'astronomie, en 1945, donc au Pic du Midi, la grande question sur Mars était de se demander si on n'était pas en mesure, avec une lunette, avec un télescope, de voir sur Mars la vie sous forme d'une végétation. Et c'est là que les mesures de polarisation, les mesures de la propriété de la lumière, ont montré que les régions claires qu'on voit ici ou encore là ont toutes les propriétés d'un désert formé de tout petits grains, comme des petits grains de sable. Ce sont des sables fins d'ailleurs, et très oxydés, très rouges. C'est pour ça que la planète est rouge. Et les régions sombres, celles qu'on pouvait attribuer à de la végétation, eh bien, les observations du Pic du Midi ont éliminé l'idée que ça pouvait être une végétation phanérogame, une végétation avec des plantes, comme chez nous. Si c'est la vie, et c'est pas sûr, il faut que ce soit une vie microscopique ou microbienne. Ou c'est peut-être des jeux de sable. Alors on était arrivé à cette conclusion quand a commencé l'ère spatiale. Mars has for centuries challenged the imagination of scientists everywhere. Only in recent years has the faraway planet begun giving up a few of its well-kept secrets with the help of highly detailed photographs taken by the Mariner spacecraft. Jusqu'à l'exploration spatiale de Mars, ce que l'on savait de Mars, à savoir que le Soleil est rouge, qu'il y a des calottes, qu'elles évoluent au gré des saisons, ne permettait vraiment pas de savoir si même il y avait encore de la vie à la surface de Mars. Dès qu'on a envoyé des sondes là-bas, on s'est aperçu que Mars est essentiellement un énorme désert et qu'à la fois, il y a eu dans le passé des structures formées par une évolution très intéressante, peut-être même par de la vie, mais qu'aujourd'hui c'est une planète totalement éteinte. C'est à peu près clair que c'est la dernière fois qu'on va vraiment faire de la science depuis le sol, parce que la prochaine fois, dans 2 ans, je pense pas qu'on... Enfin, peut-être on observera comme ça pour plaisir, mais... Quand j'ai vu apparaître cette nouvelle manière d'observer, d'étudier les planètes, en envoyant des sondes, des instruments à proximité des planètes, pour les voir de plus près, on a bien senti que c'était une méthode complètement nouvelle. Mais ces sondes, il semblait qu'elles partaient vers l'inconnu. Alors elles ne partaient pas vers l'inconnu, elles partaient vers des planètes qu'on avait déjà défrichées dans la connaissance de base. Il n'y a pas eu
grande remise en cause, il y a un peu de chamboulement dans les connaissances, les nouvelles manières de pratiquer la science, et puis s'appuyer sur l'observation télescopique sans défaillance. Une des nombreuses différences qui existent entre la planète Mars et la planète Terre, c'est que dans le cas de la planète Mars, on n'a pas observé au cours des nombreuses missions spatiales la moindre trace d'une activité géologique. Quand je dis la moindre trace, quels seraient les indices ? Bien, l'indice le plus évident, ça serait des éruptions volcaniques. Or, nous avons suffisamment d'images obtenues à différentes époques, pendant différentes missions, qui nous permettent de dire qu'aujourd'hui, les volcans géants qu'on observe sur la planète Mars, tels que Olympus Mons, qui est le champion toute catégorie du système solaire, ou ses petits frères, les monts Tarsis, aucun de ces volcans ne présente la moindre activité volcanique. On a des images à très haute résolution, des coulées les plus anciennes, entre guillemets, émises par ces volcans. Eh bien, on peut estimer qu'elles ont quelques centaines de millions d'années d'âge. Donc, plus de volcanisme. Or, le volcanisme, c'est vraiment la manifestation par excellence de la dynamique interne de la planète. Ce qui fait l'évolution d'une planète, ce n'est pas tant la distance au Soleil, contrairement à ce que l'on pense. La source principale d'énergie, c'est la radioactivité de 3 isotopes, uranium, thorium et potassium, qui sont à l'intérieur. Et même si les objets sont formés à peu près du même matériau d'origine, c'est-à-dire que si chaque mètre cube représente le même radiateur, simplement parce qu'une planète est plus grosse, le gain en énergie va être beaucoup plus grand. Sur Terre, il y a au total plus d'éléments chauffants que sur Mars, et c'est ça qui a permis à cette planète d'atteindre un niveau d'activité beaucoup plus élevé, et donc dans la décroissance, d'être encore aujourd'hui active, alors que Mars, parti d'un niveau d'activité plus faible parce qu'elle est plus petite, a passé le cap de la mort géologique. Cette carte vous montre qu'il existe ce que nous appelons une dichotomie, ou une dissymétrie entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, qui est représenté en bleu. Alors, à quoi tient cette dissymétrie ? Eh bien, elle tient au fait que d'abord, il y a une grosse différence d'altitude entre le terrain situé au sud et ceux situés au nord. Il y a une différence de plusieurs kilomètres d'altitude. Et on se pose encore des questions pour expliquer la raison de cette différence d'altitude et de morphologie entre le sud et le nord de la planète. Et une des hypothèses qui a été avancée, c'était que la plaine, ou la région qui est aujourd'hui une plaine dans l'hémisphère nord, aurait pu être occupée autrefois par une sorte d'océan ou une mer, pas très profonde d'ailleurs selon certains. Ce qui vient supporter cette hypothèse, c'est le fait que les nombreux réseaux fluviatiles que l'on observe dans l'hémisphère sud de la planète convergent tous vers la partie nord, qui, je vous rappelle, est en contrebas de la partie sud. Donc, évidemment, c'est assez troublant, et certaines personnes pensent que l'hémisphère nord aurait pu être couvert par une certaine quantité d'eau. Nous pensions, jusqu'à un passé très récent, que l'eau avait soit disparu dans l'espace, soit se retrouvé dans le sous-sol martien, sous forme de glace, mais qu'elle ne pouvait plus exister en tant que liquide à la surface de Mars. Or, des images qui ont été prises il y a quelques mois nous ont montré qu'aujourd'hui encore, l'eau pouvait de temps en temps exister à la surface de cette planète. Sur une image comme celle-ci, on observe des ravines qui font environ 1 à 2 km de long, qui descendent le long de cette pente et qui ont été creusées très récemment. Et les traces sombres que l'on voit ici, ce sont les traces laissées par les tornades, les Dust Devils, qui balayent la poussière et qui mettent la roche à nu.
et ces traces de ces dodéciles disparaissent sous ces ravines, ce qui montre que ces ravines sont très récentes. Un autre exemple, sur cette image, on voit aussi encore des ravines, et à la base de ces ravines, eh bien, il y a des sortes de petits deltas. Or, ces deltas recouvrent des champs de dunes, et des dunes qui sont contemporaines. Donc 2 exemples, parmi de nombreux autres, qui montrent que l'eau a peut-être, ou a même très probablement, pu réapparaître brièvement à la surface de la planète Mars il y a peu de temps. Alors quand on dit il y a peu de temps, par contre, on ne sait pas si c'est hier, avant-hier, il y a un mois ou il y a un an. Mais très probablement dans une période très rapprochée de nous. Les grandes questions peut-être, s'il fallait les résumer, c'est de savoir si, au même moment où la vie est apparue sur Terre, il y a plus de 3,5 milliards d'années, les conditions sur Mars ont aussi permis à cette vie d'éclore. Et si tel est le cas, alors on devrait être capable d'identifier les terrains où encore aujourd'hui on pourrait trouver de la vie, probablement sous forme fossile, et à partir de là remonter tout le cheminement. Il se peut très bien qu'à l'inverse, les études que l'on va porter sur Mars montrent que l'évolution de Mars était extraordinairement différente et que jamais sur Mars les conditions n'ont été favorables à l'apparition du vivant et que l'existence du vivant sur Terre est réellement une spécificité, au moins dans le système solaire et peut-être dans la galaxie. Ce que l'on espère, c'est qu'on aura la capacité d'identifier des endroits où aller se poser pour apporter des échantillons, et ceci va ouvrir le pas à une nouvelle ère d'exploration qui sera l'ère des retours d'échantillons martiens. Et si ces recherches s'avèrent efficaces, et si en particulier on est capable de détecter des êtres peut-être unicellulaires fossilisés, alors l'étape suivante consistera à voir si dans le sous-sol profond de Mars, là où peut-être existe de l'eau liquide, il ne serait pas alors totalement exclu que certaines de ces nappes souterraines soient des niches où même aujourd'hui de la vie extraterrestre soit en train de se développer. On sait que potentiellement, on pourra, en utilisant les observations de Mars, relire toute l'histoire du système solaire, en tout cas pour le système solaire interne et pour les planètes comme la Terre, Mercure et Mars. Pour autant, malgré l'importance des missions qui ont déjà eu lieu, on peut dire qu'on est presque au niveau 0. On voit qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, mais je suis convaincu que les grandes découvertes, c'est pour demain.